Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, je vais lire Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. C'est un programme de 4e, en tout cas, ça je sais. Et pour ceux qui ont envie de réécouter cette histoire, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, acte premier, une représentation à l'Hôtel de Bourgogne. Donc là, il y a une pièce de théâtre qui doit se préparer, donc c'est l'effervescence un petit peu, tout le monde arrive, c'est avant la pièce, là il y a plein de gens qui arrivent pour s'installer. Donc voilà. La salle de l'Hôtel de Bourgogne, en 1640, sorte de hangar de jeux de paume, aménagée et embellie pour des représentations. La salle est un carré long, on la voit en biais, de sorte qu'un de ses côtés forme le fond qui part du premier plan, à droite, et va au dernier plan, à gauche, faire l'angle avec la scène, qu'on aperçoit en pan coupé. Cette scène est encombrée des deux côtés, le long des coulisses par des banquettes. Le rideau est formé par deux tapisseries qui peuvent s'écarter. Au-dessus du manteau d'arlequin, les armes royales. On descend de l'estrade dans la salle par de larges marches, et de chaque côté de ces marches, la place des violons, rampe de chandelles. Deux rangs superposés de galeries latérales. Le rang supérieur est divisé en loges, pas de siège au parterre, qui est la scène même du théâtre. Au fond de ce parterre, c'est-à-dire à droite, premier plan, quelques bancs formant gradins et sous un escalier qui monte vers des places supérieures et dont on ne voit que le départ, une sorte de buffet orné de petits lustres, de vases fleuris, de verres de cristal, d'assiettes, de gâteaux, de flacons, etc. Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l'entrée du théâtre. Grande porte qui s'entrebâille pour laisser passer les spectateurs. Sur les battants de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins et au-dessus du buffet, des affiches rouges sur lesquelles on lit « La Chlorise ». Donc ça, c'est la pièce de théâtre qui est en représentation. Donc la Chlorise, c'est quoi? C'est une pièce, c'est marqué donc c'est pastoral, une pièce mettant en scène berger et bergère dans les intrigues amoureuses de Monsieur Balthazar Barrault. Voilà, donc ça a été créé à l'Hôtel de Bourgogne en 1630 ou 1631. Au lever du rideau, la salle est dans une demi-obscurité, vide encore. Les lustres sont baissés au milieu du parterre, attendant d'être allumés. Donc voilà, en gros, là, ils mettent une image, un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, on voit la scène, là, et voilà, là, il y a les spectateurs qui s'installent un petit peu. Voilà. Donc, scène première. Le public qui arrive peu à peu, donc il y a des cavaliers, des bourgeois, des laquais, des pages, des tire-laines. C'est un petit peu des voleurs, des tire-laines. Des tire-laines, le portier, etc. Puis les marquis, Cuigy, Brissailles, la distributrice, les violons, etc. Donc on entend derrière la porte un tumulte de voix, puis un cavalier entre brusquement. Le portier le poursuivant. « Oh là, vos 15 sols !»« J'entre gratis. »« Pourquoi ?»« Je suis chevau léger de la maison du roi. » Le portier a un autre cavalier qui vient d'entrer. « Et vous ?»« Je ne paye pas, mais je suis mousquetaire. » Premier cavalier au deuxième. « On ne commence qu'à 2 heures. Le parterre est vide. Exerçons-nous au fleuret ?» Allez hop. Ils font des armes avec des fleurets qu'ils ont apportés. Un laquais entrant. « Psst, flanquin. » Un autre déjà arrivé. « Champagne ?» Le premier lui montrant des jeux qu'il sort de son pourpoint. « Cartes, dés. » Il s'assied par terre. « Jouons. » Le deuxième, même jeu. « Oui, mon coquin. » Premier laquais tirant de sa poche un bout de chandelle qu'il allume et colle par terre. « J'ai soustrait à mon maître un peu de luminaire. » Un garde à une bouquetière qui s'avance. « C'est gentil de venir avant que l'on éclaire. » Et lui prend la taille. Un des bretteurs, recevant un coup de fleuret. « Touché !» Un des joueurs. « Trèfle !» Le garde poursuivant la fille. « Un baiser !» La bouquetière se dégageant. « Ah, on voit !» Le garde l'entraînant dans les coins sombres, pas de danger. Un homme s'asseyant par terre avec d'autres porteurs de provisions de bouche. Lorsqu'on vient en avance, on est bien pour manger. Un bourgeois conduisant son fils. Plaçons-nous là, mon fils. Un joueur, Brelandas. Un homme tirant une bouteille de sous son manteau et s'asseyant aussi. Un ivrogne doit boire sans Bourgogne. Et il boit. À l'hôtel de Bourgogne. Voilà. Le bourgeois a son fils. Ne se croirait-on pas en quelque mauvais lieu? Il montre l'ivrogne du bout de sa canne. Buveur.
En rompant, un des cavaliers le bouscule. « Bretteur !» Il tombe au milieu des joueurs. « Joueur !» Le garde derrière lui, lutinant toujours la femme. « Un baiser ?» Le bourgeois éloignant vivement son fils. « Jour de Dieu, et pensez que c'est dans une salle pareille qu'on joua du Rotrou, mon fils. » Alors, du Rotrou, Jean de Rotrou, c'est un poète dramatique français. Il a été longtemps lié aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, auteur de comédies d'intrigue, de tragédies et de tragicomédies. Le jeune homme. Et du Corneille. Une bande de pages se tenant par la main entre en farandole et chante « Tralalalalaire, tralalalalaire ». Le portier sévèrement aux pages. « Les pages, pas de farce !»« Oh, monsieur ce soupçon !» Vivement au deuxième, dès que le portier a tourné le dos. « As-tu de la ficelle ?»« Avec un hameçon. On pourra de là-haut pêcher quelques perruques. » Un tire-laine, groupant autour de lui plusieurs hommes de mauvaise mine. « Or ça, jeunes escrocs, venez qu'on vous éduque. Puis donc que vous volez pour la première fois. » Deuxième page, criant à d'autres pages déjà placées aux galeries supérieures. « Eh, avez-vous des sarbacanes ?» Troisième page d'en haut. « Et des pois !» Il souffle et les crible de pois. Le jeune homme à son père. « Que va-t-on nous jouer ?»« Chlorise. »« De qui est-ce ?»« De monsieur Balthazar Barrault. C'est une pièce. » Il remonte aux bras de son fils. Le tire-laine à ses acolytes. « La dentelle, surtout des canons, coupez-la. » Un spectateur à un autre lui montrant une encoignure élevée. « Tenez à la première du Cid, jetez-la. » Le tire-laine faisant avec ses doigts le geste de subtiliser. « Les montres. » Le bourgeois redescendant à son fils. « Vous verrez des acteurs très illustres. » Le tire-laine faisant le geste de tirer par petites secousses furtives. « Les mouchoirs. » Tac, tac. Le bourgeois. « Montfleury. » Quelqu'un criant de la galerie supérieure. « Allumez donc les lustres !» Le bourgeois. « Belle Rose, Lépi, La Beaupré, Jodelet. » Donc ça, ce sont, en fait, c'est une liste d'acteurs qui jouaient à l'époque à l'Hôtel de Bourgogne. Donc là, le bourgeois fait la liste un petit peu de tous les acteurs qu'il connaît à son fils. Un page au parterre. « Ah, voici la distributrice !» La distributrice paraissant derrière le buffet. « Orange, lait, eau de framboise, aigre de cèdre ?» Brouhaha à la porte. Une voix de fausset. « Place, brute !» Un laquais s'étonnant. « Les marquis, au parterre ?» Un autre laquais. « Oh, pour quelques minutes, entre une bande de petits marquis. » Un marquis voyant la salle à moitié vide. « Eh quoi, nous arrivons ainsi que les drapiers? Sans déranger les gens, sans marcher sur les pieds. Ah, fi. » Il se retrouve devant d'autres gentilshommes entrés peu avant. « Cuigy, Brissailles !» Grandes embrassades. Cuigy. « Des fidèles. Mais oui, nous arrivons devant que les chandelles. » Le marquis. « Ah, ne m'en parlez pas. Je suis dans une humeur. »« Console-toi, marquis, car voici la lumeur. » La salle s'allume à l'entrée de la lumière. « Ah !» On se groupe autour des lustres qu'il allume. Quelques personnes ont pris place aux galeries. Linière entre au parterre, donnant le bras à Christian de Neuvillette. Linière un peu débraillée, figure d'ivrogne distinguée. Christian, vêtu élégamment, mais d'une façon un peu démodée. Paraît préoccupé et regarde les loges. Scène 2. Les mêmes, Christian, Linière, puis Ragnaud et Lebret. Cuigy. « Linière ! Pas encore gris ?» Linière bas à Christian. « Je vous présente ?» Signe d'assentiment de Christian. « Baron de Neuvillette. » Salut. La salle acclamant l'ascension du premier lustre allumé. « Ah !» Cuigy à Brissailles en regardant Christian. « La tête est charmante. » Premier marquis qui a entendu. « Peu !» Linière présentant à Christian. « Messieurs de Cuigy, de Brissailles. » Christian s'inclinant. « Enchanté. » Premier marquis au deuxième. « Il est assez joli, mais n'est pas ajusté, au dernier goût. » Ça veut dire qu'en gros, il est pas très bien habillé, il est pas habillé à la mode, quoi. On sent qu'il vient de sa campagne. Linière à Cuigy. « Monsieur débarque de Touraine. »« Oui, je suis à Paris depuis 20 jours à peine. J'entre aux gardes demain dans les cadets. » Premier marquis regardant les personnes qui entrent dans les loges. Voilà. La présidente Aubry. La distributrice. « Orange, lait !» Les violons s'accordant. « La, la,
Queegee à Christian, lui désignant la salle qui se garnit. Du monde! Ah oui, beaucoup! Tout le bel air. Il nomme les femmes à mesure qu'elles entrent très parées dans les loges, envoie de saluts, réponse de sourires. Deuxième marquis. Mesdames de Guéméné. Queegee. De Bois-Dauphin. Que nous aimâmes. De Chavigny. Qui de nos cœurs va se jouant. Tiens, monsieur de Corneille est arrivé de Rouen. Le jeune homme à son père. L'académie est là? Le bourgeois. Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissat, Écureau de la Chambre, Porchère, Colombie, Bourzet, Bourdon, Arbeau. Tous ces noms dont pas un ne mourra. Que c'est beau. Premier marquis. Attention, nos précieuses prennent place. Barthénoïde, Eurymédonte, Cassandas, Félixérie. Deuxième marquis cependant. Adieu, leurs surnoms sont exquis. Marquis, tu les sais tous? Je les sais tous, marquis. Linière prenant Christian à part. Mon cher, je suis entré pour vous rendre service. La dame ne vient pas, je retourne à mon vice. Christian suppliant. Non, vous qui chansonnez, et la ville et la cour, restez. Vous me direz pour qui je meurs d'amour. Le chef des violons frappant sur son pupitre avec son archet. Messieurs les violons! Il lève son archet. La distributrice. Macarons, citronnés. Et les violons commencent à jouer. J'ai peur qu'elle ne soit coquette et raffinée. Je n'ose lui parler car je n'ai pas d'esprit. Le langage aujourd'hui qu'on parle et qu'on écrit me trouble. Je ne suis qu'un bon soldat timide. Elle est toujours à droite au fond, la loge vide. Linière faisant mine de sortir. Je pars. Oh non, restez. Je ne peux pas, d'un souci m'attend au cabaret. On meurt de soif ici. La distributrice passant devant lui avec un plateau. Orangeade? Fi. Lait? Pouh. Rive salte? Ah. Halte. Ah, Christian. Bon, je reste encore un peu. Voyons ce rive salte. Il s'assied près du buffet. La distributrice lui verse du rive salte. Crie dans le public à l'entrée d'un petit homme grassouillet et réjoui. Ah, Raguenaud! Linière à Christian, le grand rôtisseur Raguenaud. Raguenaud, costume de pâtissier endimanché, s'avançant vivement vers Linière. Monsieur, avez-vous vu monsieur de Cyrano? Linière présentant Raguenaud à Christian. Le pâtissier des comédiens et des poètes. Trop d'honneur. Taisez-vous, mécène que vous êtes. Oui, ces messieurs chez moi se servent. À crédit, poète de talent lui-même. Ils me l'ont dit. Fou de verre. Il est vrai que pour une audelette, vous donnez une tarte. Oh, une tartelette. Brave homme, il s'en excuse. Et pour un triolet, ne donnâtes-vous pas des petits pains? Linière sévèrement. Au lait. Et le théâtre, vous l'aimez? Je l'idolâtre. Vous payez en gâteau vos billets de théâtre, vos places aujourd'hui, là? Voyons, entre nous, vous a coûté combien? Raguenaud. 4 flancs et 15 choux. Il regarde de tous côtés. Monsieur de Cyrano n'est pas? Je m'étonne. Pourquoi? Mon Fleury joue. Linière. En effet, cette tonne va nous jouer ce soir le rôle de Phédon, qu'importe Cyrano. Mais vous ignorez donc, il fit à Montfleury, messieurs, qu'il prit en haine défense pour 1 mois de reparaître en scène. Linière, qui en est à son 4e petit verre. Eh bien, Montfleury joue. Queegee, qui s'est rapproché de son groupe. Il n'y peut rien. Raguenaud. Oh oh, moi je suis venu voir. Quel est ce Cyrano? C'est un garçon versé dans les colichemardes. Les colichemardes, ce sont des rapières à très grande lame. Deuxième marquis. Noble? Suffisamment. Il est cadet aux gardes, montrant un gentilhomme qui va et vient dans la salle comme s'il cherchait quelqu'un. Mais son ami le Bret peut vous dire. Il appelle. Le Bret! Le Bret descend vers eux. Vous cherchez Bergerac? Oui, je suis inquiet. N'est-ce pas que cet homme est des moins ordinaires? Le Bret avec tendresse. Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur, bretteur, physicien, musicien. Et quel aspect hétéroclite que le sien. Raguenaud. Certes, je ne crois
pas que jamais nous le peigne le solennel monsieur Philippe de Champaigne. Alors, Philippe de Champaigne, c'est un dessinateur et peintre français d'origine flamande, auteur notamment du célèbre portrait de Richelieu, 1635. Donc certes, je ne crois pas que jamais nous le peigne le solennel monsieur Philippe de Champaigne, mais bizarre, excessif, extravagant, falot. Falot, ça veut dire plaisant, drôle. Il lui fournit, je pense, à feu Jacques Callot, le plus fol spadassin à mettre entre ses masques. Donc, il lui fournit, je pense, à feu, donc décédé, Jacques Callot, c'est un graveur et dessinateur français, le plus fol spadassin. Un spadassin, c'est un homme d'épée qui peut être tueur à gages, à mettre entre ses masques. Feutre à panache, triple et pourpoint à six basques, cap que par derrière avec pompe, l'estoc. L'estoc, c'est une épée aussi. Avec pompe, c'est avec solennité. Lève comme une queue insolente de coq, plus fière que tous les artabans dont la Gascogne fut et sera toujours l'Alme, la mère nourricière, mère gigogne. Il promène en sa fraise, son espèce de la petite collerette, à la pulcinella. C'est à la polichinelle. Voilà. Donc, il promène en sa fraise à la pulcinella un nez. Ah, messieurs, mais quel nez que ce nez-là! On ne peut voir passer un pareil nasigère sans s'écrier « Ah non, vraiment, il exagère !» Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever », mais monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Le Bret hochant la tête. Il le porte, et pourtant quiconque le remarque. Ragueneau fièrement. Son glaive est la moitié des ciseaux de la parque. Premier marquis haussant les épaules. Il ne viendra pas. Si, je parie un poulet à la Ragueneau. Soit. Rumeur d'admiration dans la salle. Roxane vient de paraître dans sa loge. Elle s'assied sur le devant, sa duègne prend place au fond. Christian, occupé à payer la distributrice, ne regarde pas. Deuxième marquis avec des petits cris. Oh, messieurs, mais elle est épouvantablement ravissante. Premier marquis, une pêche qui sourirait avec une fraise. Deuxième marquis, et si fraîche qu'on pourrait l'approchant prendre un rhume de cœur. Christian lève la tête, aperçoit Roxane et saisit vivement Linière par le bras. « C'est elle !»« Ah, c'est elle !»« Oui, dites vite, j'ai peur. » Linière dégustant son rivesaltes à petits coups. « Magdeleine Robin dit Roxane, fine, précieuse. » Hélas, libre orpheline, cousine de Cyrano, dont on parlait. À ce moment, un seigneur très élégant, le cordon bleu au sautoir, entre dans la loge et debout cause un instant avec Roxane. Christian tressaillant. « Cet homme !» Linière qui commence à être gris, clignant de l'œil. « Hé hé ! Comte de Guiche, épris d'elle, mais marié à la nièce d'Armand de Richelieu, désire faire épouser Roxane à certain triste sire, un monsieur de Valbert, vicomte et complaisant. Elle n'y souscrit pas, mais de Guiche est puissant. Il peut persécuter une simple bourgeoise. D'ailleurs, j'ai dévoilé sa manœuvre sournoise dans une chanson qui, oh, il doit m'en vouloir, la fin était méchante. Écoutez. Il se lève en titubant, le verre haut, prêt à chanter. « Non, bonsoir. Vous allez ?»« Chez monsieur de Valvert. Prenez garde, c'est lui qui vous tuera. » Lui désignant du coin de l'œil Roxane. « Restez, on vous regarde. C'est vrai. » Il reste en contemplation le groupe de Tire-Laine à partir de ce moment, le voyant la tête en l'air et la bouche bée, se rapproche de lui. Linière. « C'est moi qui pars, j'ai soif. Et l'on m'attend dans les tavernes. » Il sort en zigzagant. Le Bret qui a fait le tour de la salle, revenant vers Ragueneau, d'une voix rassurée. « Pas de Cyrano. » Ragueneau incrédule. « Pourtant... » « Ah, je veux espérer qu'il n'a pas vu l'affiche. » La salle trépignante. « Commencez, commencez !» Alors, scène 3. Les mêmes, moins Linière, De Guiche, Valvert, puis Montfleury. Un marquis voyant De Guiche, qui descend de la loge de Roxane, traverse par terre, entouré de seigneurs obséquieux, parmi lesquels le vicomte de Valvert. Quelle course, De Guiche! Fi, encore un Gascon. Le Gascon souple et froid, celui qui réussit. Saluons-le, crois-moi. Ils vont vers De Guiche. Deuxième marquis. Les beaux rubans, quelle couleur, comte De Guiche? Baise-moi ma mignonne ou bien ventre de biche? C'est couleur espagnole malade. Ce sont des couleurs. Premier marquis. La couleur ne ment pas, car bientôt, grâce à votre valeur, l'espagnol ira mal dans les Flandres.
de Guiche. Je monte sur scène, venez-vous? Il se dirige, suivi de tous les marquis et gentilshommes vers le théâtre. Il se retourne et appelle. Viens, Valvert! Christian, qui les écoute et les observe, tressaille en entendant ce nom. Le vicomte! Ah, je vais lui jeter à la face, mon... Il met la main dans sa poche et il rencontre celle d'un tire-laine en train de le dévaliser. Il se retourne. Hein? Hey! Christian, sans le lâcher. Je cherchais un gant. Le tire-laine avec un sourire piteux. Vous trouvez une main? Changeant de ton, bas et vite. Lâchez-moi, je vous livre un secret. Christian, le tenant toujours. Quelle? Linière qui vous quitte. Christian de même. Eh bien, touche à son heure dernière. Une chanson qu'il fit blessa quelqu'un de grand, et 100 hommes, j'en suis, ce soir sont postés. 100? Par qui? Discrétion. Christian haussant les épaules. Oh! Le tire-laine avec beaucoup de dignité. Professionnel. Où sont-ils postés? À la porte de Nestlé. Sur son chemin, prévenez-le. Christian qui lui lâche enfin le poignet. Mais où le voir? Allez courir tous les cabarets, le pressoir d'or, la pomme de pin, la ceinture qui craque, les 2 torches, les 3 entonnoirs, et dans chaque laisser un petit mot d'écrit, l'avertissant. Christian. Oui, je cours. Ah, les gueux, contre un seul homme, 100. Regardant Roxane avec amour. La quitter, elle. Regardant avec fureur Valvert. Et lui? Mais il faut que je sauve Linière. Il sort en courant. De Guiche, le vicomte, les marquis, tous les gentilshommes ont disparu derrière le rideau pour prendre place sur les banquettes de la scène. Le parterre est complètement rempli, puis une place vide aux galeries et aux loges. La salle. Commencez! Un bourgeois dont la perruque s'envole au bout d'une ficelle, pêché par un page de la galerie supérieure. Ma perruque! Cri de joie. Il est chauve! Bravo les pages! Le bourgeois furieux montrant le poing. Petit gredin! Rire et cris qui commencent très fort et vont décroissant. C'est bien ça? Je sais pas. Bon, silence complet. Le Bret étonné. Ce silence soudain. Un spectateur lui parle bas. Ah! Le spectateur. La chose me vient d'être certifiée. Murmure qui court. Chut, il paraît. Non, si, dans la loge, grillé. Le cardinal, le cardinal. Le cardinal! Ah, diable, on va pas pouvoir se tenir mal. C'est ce que dit le page. On frappe sur la scène, tout le monde s'immobilise. Attente. La voix d'un marquis dans le silence derrière le rideau. « Mouchez cette chandelle !» Un autre marquis passant la tête par la fente du rideau. Une chaise. Une chaise est passée de main en main au-dessus des têtes. Le marquis la prend et disparaît, non sans avoir envoyé quelques baisers aux loges. Un spectateur. « Silence !» On refrappe les 3 coups, le rideau s'ouvre. Tableau. Les marquis assis sur les côtés, dans des poses insolentes, toile de fond représentant un décor bleuâtre de pastoral, 4 petits lustres de cristal éclairent la scène. Les violons jouent doucement. Le Bret à Ragueneau bat. Montfleury entre en scène. Ragueneau bat lui aussi. Oui, c'est lui qui commence. Cyrano n'est pas là. J'ai perdu mon pari. Tant mieux, tant mieux. On entend un air de musette et Montfleury paraît en scène, énorme, dans un costume de berger de pastoral, un chapeau garni de roses, penché sur l'oreille et soufflant dans une cornemuse enrubannée. Le parterre applaudissant. « Bravo, Montfleury, Montfleury !» Montfleury, après avoir salué, jouant le rôle de Fédon. « Heureux qui, loin des cours, dans un lieu solitaire, se prescrit à soi-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... » Une voix au milieu du parterre l'interrompt. « Coquin, ne t'ai-je pas interdit pour un mois ?» Stupeur, tout le monde se retourne, murmure. « Hein, quoi? Qu'est-ce que c'est ?» On se lève dans les loges pour voir. Quiji. « C'est lui !» Le Bret terrifié. « Cyrano !» La voix. « Roi des pitres, hors de scène à l'instant !» Toute la salle indignée. « Oh !» Montfleury. « Mais... » Tu récalcitres. Voix diverses du parterre des loges. « Chut, assez, Montfleury, jouez, ne craignez rien !» Montfleury d'une voix mal assurée. « Heureux qui, loin des cours, dans un lieu sol... » La voix plus menaçante. « Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une plantation de bois sur vos épaules, une canne au bout d'un bras jaillie au-dessus des têtes ?» Montfleury d'une voix de plus en plus faible. « Heureux qui... » La canne s'agite. « Sortez !» Le parterre. « Oh !» Montfleury s'étranglant. «
heureux qui loin des cours. Cyrano surgissant du parterre, debout sur une chaise, les bras croisés, le feutre en bataille, la moustache hérissée, le nez terrible. « Ah, je vais me fâcher !» Sensation à sa vue. Scène 4. Les mêmes, Cyrano puis Belle-Rose, Jodelet. Montfleury au marquis. « Venez à mon secours, messieurs !» Un marquis nonchalamment. « Mais jouez donc !» Cyrano. « Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. » Le marquis. « Assez. Que les marquis se taisent sur leur banc, ou bien je fais tâter ma canne à leur ruban. » Tous les marquis debout. « Oh, c'en est trop, Montfleury ! Que Montfleury s'en aille, ou bien je l'essorille et le désentripaille. Mais qu'il sorte. Pourtant, ce n'est pas encore fait, avec le geste de retrousser ses manches. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet, découper cette mortadelle d'Italie. » Montfleury rassemblant toute sa dignité. « En m'insultant, monsieur, vous insultez Thalie. » Cyrano très poli. « Si cette muse, à qui, monsieur, vous n'êtes rien, avait l'honneur de vous connaître, croyez bien qu'en vous voyant si gros et bête comme une urne, elle vous flanquerait quelque part son cothurne. » C'est une chaussure, cothurne, à talons. Le parterre. « Montfleury, Montfleury, la pièce de barreau !» Cyrano à ceux qui crient autour de lui. « Je vous en prie, ayez pitié de mon fourreau, si vous continuez, il va rendre sa lame. » Le cercle s'élargit. La foule reculant. « Hé là !» Cyrano à Montfleury. « Sortez de scène !» La foule se rapprochant en grondant. « Oh !» Cyrano se retournant vivement. « Quelqu'un réclame ?» Nouveau recul. Une voix chantant au fond. « Monsieur de Cyrano, vraiment nous tyrannise, malgré ce tyranno, on jouera la chlorise. » Toute la salle chantant « La chlorise, la chlorise !» Bon, je pense pas que ce soit sur ce ton-là. Cyrano. « Si j'entends une fois encore cette chanson, je vous assomme tous. » Un bourgeois. « Vous n'êtes pas Samson. Voulez-vous me prêter, monsieur, votre mâchoire ?» Une dame dans les loges. « Mais c'est inouï. C'est scandaleux. C'est vexatoire. » Un page. « Ce qu'on s'amuse. » Le parterre. « Montfleury, Cyrano !» Cyrano. « Silence !» Bé, ouf, ouf, cocorico. Cyrano. « Je vous. » Un page. « Miaou. » Je vous ordonne de vous taire, et j'adresse un défi collectif au parterre. J'inscris les noms. Approchez-vous, jeunes héros, chacun son tour. Je vais donner des numéros. Allons, quel est celui qui veut ouvrir la liste? Vous, monsieur? Non? Vous? Non? Le premier duelliste? Je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que tous ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. Personne? Silence. La pudeur vous défend de voir ma lame nue. Pas un nom, pas un doigt? C'est bien, je continue. Se retournant vers la scène où Montfleury attend avec angoisse. Donc je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon, la main à son épée, le bistouri. Montfleury, il est un peu en panique. Hein. Cyrano descend de sa chaise, s'assied au milieu du rond qui s'est formé, s'installe comme chez lui. Mes mains vont frapper 3 claques pleine lune. Vous vous éclipserez à la 3e. Le parterre amusé. « Ah !» Cyrano frappant dans ses mains. « Une !» Montfleury. « Je... » Une voix dans les loges. « Restez !» Le parterre. « Restera pas !» Montfleury. « Je crois, messieurs. » Cyrano. « 2 !» Montfleury. Je suis sûr qu'il vaudrait mieux que... 3. Montfleury disparaît comme dans une trappe. Tempête de rire, de sifflets, de huées. Ouh, lâche, reviens. Cyrano, épanoui, se renverse sur sa chaise et croise ses jambes. Qu'il revienne s'il ose. Un bourgeois. L'orateur de la troupe. Belle-Rose s'avance et salue. Ah, voilà Belle-Rose.
« Noble seigneur !» Le parterre, « Non, non, Jodelet !» Jodelet s'avance et Nasillard, « Tas de veau !» Le parterre, « Ah ah, bravo, très bien, bravo !» Pas de bravo, le gros tragédien dont vous aimez le ventre s'est senti... C'est un lâche, il dut sortir. Qu'il rentre. Non, si. Un jeune homme à Cyrano. Mais à la fin, monsieur. Quelle raison avez-vous de haïr mon fleuri? Cyrano gracieux, toujours assis. Jeune oison, j'ai 2 raisons, dont chaque est suffisante seule. Primo, c'est un acteur déplorable, qui gueule, et qui soulève avec ses de porteurs d'eau les vers qu'il faut laisser s'envoler. Secondo, est mon secret. Le vieux bourgeois derrière lui. Mais vous nous privez sans scrupule de la chlorise, je m'entête. Cyrano tournant sa chaise vers le bourgeois, respectueusement. Vieille mule, les vers du vieux barreau valent moins que 0, j'interromps sans remords. Elle est précieuse dans les loges. Ah! Oh! Notre barreau! Ma chère! Peut-on dire? Oh, Dieu! Cyrano tournant sa chaise vers les loges, galant. Belle personne, rayonnez, fleurissez, soyez des échansonnes, de rêves, d'un sourire, enchantez un trépas, inspirez-vous des vers, mais ne les jugez pas. Belle Rose. Et l'argent? Qu'il va falloir rendre? Cyrano tournant sa chaise vers la scène. Belle Rose, vous avez dit la seule intelligente chose. Au manteau de Thespie, je ne fais pas de trou. Il se lève et lançant un sac sur la scène. Attrapez cette bourse au vol et taisez-vous. La salle éblouit. Ah! Oh! Jodelet ramassant prestement la bourse en la soupesant. À ce prix-là, monsieur, je t'autorise à venir chaque jour empêcher la chlorise. Ouh! Dussions nous-mêmes ensemble être hués. Il faut évacuer la salle. Évacuer! On commence à sortir pendant que Cyrano regarde d'un air satisfait, mais la foule s'arrête bientôt en entendant la scène suivante et la sortie cesse. Les femmes qui, dans les loges, étaient déjà debout, leur manteau remis, s'arrêtent pour écouter et finissent par se rasseoir. Le bret à Cyrano. C'est fou! Un fâcheux qui s'est approché de Cyrano. Le comédien Montfleury. Mais quel scandale, hein! Mais il est protégé par le duc de Candale, hein. Avez-vous un patron? Non. Vous n'avez pas? Non. Quoi, pas un grand seigneur pour couvrir de son nom? Cyrano agacé. Non, ai-je dit 2 fois, faut-il donc que je trisse? Non, pas de protecteur, la main à son épée, mais une protectrice. Le fâcheux. Mais vous allez quitter la ville? C'est selon. Mais le duc de Candale a le bras long. Moins long que n'est le mien, montrant son épée quand je lui mets cette rallonge. Le fâcheux. Mais vous ne songez pas à prétendre. J'y songe. Mais tournez les talons maintenant. Mais tournez ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Votre grâce se trompe. Est-il molle et ballant? Monsieur, comme une trompe? Je n'ai pas, ou crochu comme un bec de hibou? Y distingue-t-on une verrue au bout? Mais, ou si quelques mouches à pas lents s'y promènent, qu'a-t-il d'hétéroclite? Oh! Est-ce un phénomène? Mais d'y porter les yeux, j'avais su me garder. Et pourquoi, s'il vous plaît, ne pas le regarder? Il vous dégoûte, alors? Monsieur, malsaine vous semble sa couleur? Monsieur, sa forme obscène? Mais pas du tout. Pourquoi donc prendre un air dénigrant? Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand? Je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment m'accuser d'un pareil ridicule? Petit, mon nez? Oh là! Le fâcheux. Ciel! Énorme, mon nez. Vil, Camus, sot, Camard, tête plate. Apprenez que je m'enorgueillis d'un pareil appendice, attendu qu'un grand nez est proprement l'indice d'un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire. Déplorable maraud, car la face sans gloire que va chercher ma main en haut de votre col est aussi dénuée. Il le soufflette. Chut. Aïe! De fierté, d'envol, de lyrisme, de pittoresque, d'étincelle, de somptuosité, de nez enfin, que celle, il le retourne, par les épaules, joignant le geste à la parole.
Que va chercher ma botte au bas de votre dos? Le fâcheux se sauvant. Au secours, à la garde! Cyrano. Avis donc au badaud, qui trouverait plaisant mon milieu de visage? Et si le plaisantin est noble, mon usage est de lui mettre, avant de le laisser s'enfuir, par devant et plus haut du fer et non du cuir. De Guiche qui est descendu de la scène avec le marquis. Mais à la fin, il nous ennuie. Le vicomte de Valvert, haussant les épaules. Il fanfaronne. Personne ne va donc lui répondre? Personne. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Il s'avance vers Cyrano qui l'observe et se campant devant lui d'un air fat. Vous avez un nez très grand. Cyrano gravement. Très. Le vicomte riant. Ha! Ha! C'est tout? Mais... Oh non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses, en somme, en variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol? Tendre. Fais-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle l'hippocampe et les phantocaméléos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Scroix est à la mode? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, nez magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer Rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne? Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Eh, Ardé, c'est-y un nez, nanan? C'est que navet géant ou ben que melon nain? Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc, ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot « sot ». Eussiez-vous eu, d'ailleurs, l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. De Guiche voulant emmener le vicomte pétrifié. Vicomte, laissez donc. Le vicomte suffoqué. Ces grands airs arrogants, à Aubreau qui n'a même pas de gants, et qui sort sans ruban, sans bouffette, sans gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne m'attiffe pas ainsi qu'un freluquet, mais je suis plus soigné si je suis moins coquet. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil, dans le coin de son œil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil. Mais je marche sans rien, sur moi, qui ne reluise, empanaché d'indépendance et de franchise. Ce n'est pas une taille avantageuse, c'est mon âme que je cambre, ainsi qu'en un corset, et tout couvert d'exploits qu'en ruban, je m'attache, repoussant mon esprit ainsi qu'une moustache,
Je fais en traversant les groupes et les ronds sonner les vérités comme des éperons. Mais monsieur, je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort importun. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Maraud, faquin, butor de pieds plats, ridicule! Cyrano ôtant son chapeau et saluant comme si le vicomte venait de se présenter. Ah, et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac. Le vicomte exaspéré. Bouffon! Cyrano poussant un cri comme lorsqu'on est saisi d'une crampe. Aïe! Le vicomte qui remontait se retournant. Qu'est-ce qu'encore qu'il dit? Cyrano avec des grimaces de douleur. Ah, il faut la remuer car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccupée. Aïe! Qu'avez-vous? J'ai des fourmis dans mon épée. Le vicomte tirant la sienne. Soit! Je vais vous donner un petit coup charmant. Le vicomte méprisant. Poète! Cyrano. Oui, monsieur, poète, et tellement, qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une ballade. Une ballade? Vous ne vous doutez pas de ce que c'est, je crois. Mais la ballade, donc, se compose de 3 couplets de 8 vers. Le vicomte titinant. Oh! Cyrano continuant. Et d'un envoi de 4? Vous, je vais tout ensemble en faire une et me battre, et vous touchez, monsieur, au dernier vers. Non, non. Ballade du duel, quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bélître. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. La salle surexcitée au plus haut point. Place, très amusant, rangez-vous, pas de bruit. Tableau, cercle de curieux au parterre, les marquis et les officiers mêlés aux bourgeois et aux gens du peuple. Les pages grimpées sur des épaules pour mieux voir, et toutes les femmes debout dans les loges. À droite de Guiche et ses gentilshommes, à gauche Lebret, Ragueneau et Cuigy, etc. Cyrano fermant une seconde les yeux. Attendez, je choisis mes rimes. Là j'y suis. Il fait ce qu'il dit à mesure. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre, et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Premiers engagements de fer. Vous auriez bien dû rester neutre, ou je vais vous larder, dindon. Dans le flanc, sous votre ma-heurte, au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles tintent, ding-dong, ma pointe voltige une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, puis blanc amidon, c'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Il annonce solennellement. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte. Se fendant, et là donc, le vicomte chancelle, Cyrano salue. À la fin de l'envoi, je touche. Acclamations, applaudissements dans les loges, des fleurs et des mouchoirs tombent, les officiers entourent et félicitent Cyrano, Ragueneau danse d'enthousiasme, Lebret est heureux et navré, les amis du vicomte le soutiennent et l'emmènent. La foule en un long cri « Ah ! Ah !» Je sais pas ce qu'ils font. Un chevau léger, superbe, joli, faramineux, nouveau, insensé. Bousculade autour de Cyrano, on entend « Compliment, félicite, bravo !» Voix de femme « C'est un héros !» Un mousquetaire s'avançant vivement vers Cyrano, la main tendue. « Monsieur, voulez-vous me permettre ? C'est tout à fait très bien et je crois m'y connaître. J'ai du reste exprimé ma joie en trépignant. » Il s'éloigne. Mais qui était-ce? Comment s'appelle donc ce monsieur? D'Artagnan. Lebret à Cyrano lui prenant le bras. Ça, causons. Laisse un peu sortir cette cohue. Je peux rester? Il demande à Belle-Rose. Mais oui. On entend des cris au dehors. Jodelet qui a regardé. C'est mon fleuri qu'on eut. Belle-Rose solennellement. Sic transit, changeant le de ton au portier et au moucheur de chandelle. Balayez, fermez, n'éteignez pas. Nous allons revenir après notre repas. Répétez pour demain une nouvelle farce. Jodelet et Belle-Rose sortent avec de grands saluts à Cyrano. Le portier à Cyrano. Vous ne dînez donc pas? Le portier se retire. Lebret à Cyrano.
Parce que, Cyrano fièrement, parce que, changeant de ton en voyant que le portier est loin, que je n'ai pas d'argent. Le Bret faisant le geste de lancer son sac. Comment? Le sac d'écus? Pension paternelle, en un jour tu vécus. Pour vivre tout un mois alors? Rien ne me reste. Jetez ce sac, quelle sottise! Mais quel geste! La distributrice toussant derrière son petit comptoir. Cyrano et les Bret se retournent. Elle s'avance intimidée. Monsieur, vous savoir jeûner, le cœur me fend. Montrant le buffet. J'ai là tout ce qu'il faut. Avec élan. Prenez. Cyrano se découvrant. Ma chère enfant, encore que mon orgueil de Gascon m'interdise d'accepter de vos doigts la moindre friandise, j'ai trop peur qu'un refus ne vous soit un chagrin, et j'accepterai donc. Il va au buffet et choisit. Oh, peu de choses, un grain de raisin. Elle veut lui donner la grappe, il cueille un grain. Un seul, ce verre d'eau. Elle veut y verser du vin, il l'arrête, limpide. Et la moitié d'un macaron? Il rend l'autre moitié. Le Bret, mais c'est stupide. La distributrice, oh, quelque chose encore. Oui, la main à baiser. Il baise comme la main d'une princesse, la main qu'elle lui tend. La distributrice, merci, monsieur. Révérence, bonsoir. Elle sort. Qu'est-ce qu'il est galant? Scène 5. Cyrano, le Bret, puis le portier. Cyrano à le Bret. Je t'écoute, causer. Il s'installe devant le buffet, rangeant devant lui le macaron. Dîner. Le verre d'eau. Boisson. Le grain de raisin. Dessert. Il s'assied. Là, je me mets à table. Ah, j'avais une faim, mon cher épouvantable. Mangeant. Tu disais? Que ces fats au grand air belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes qu'eux. Va consulter des gens de bon sens et t'informe de l'effet qu'a produit ton algarade. Cyrano achevant son macaron énorme. Le Bret. Le cardinal. Il était là, le cardinal? A dû trouver cela, mais très original, pourtant. C'est un auteur, il ne peut lui déplaire que l'on vienne troubler la pièce d'un confrère. Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Combien puis-je à peu près ce soir m'en être mis? 48 sans compter les femmes. Voyons, compte. Montfleury, le bourgeois, De Guiche, le vicomte, Barreau, l'académie. Assez, tu me ravis. Mais où te mènera la façon dont tu vis? Quel système est le tien? J'irai dans un méandre. J'avais trop de partis, trop compliqués à prendre. J'ai pris. Lequel? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. Soit, mais enfin, à moi le motif de ta haine, pour Montfleury le vrai, dis-le-moi. Cyrano se levant. Ce Silène. Silène, c'est un demi-dieu de la mythologie grecque. Ce Silène si ventru que son doigt n'atteint pas son nombril, pour les femmes encore se croit un doux péril. Et leur fait, cependant, qu'en jouant, il bredouille, des yeux de carpe avec ses gros yeux de grenouille, et je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Oh, j'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Le Bret stupéfait. Hein? Comment? Serait-il possible? Cyrano avec un rire amer. Que j'aimasse? Changeant de ton et gravement. J'aime. Et peut-on savoir? Tu ne m'as jamais dit. Qui j'aime? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé même par une laide, ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui? Mais cela va de soi. J'aime, mais c'est forcé, la plus belle qui soit. La plus belle? Tout simplement qui soit au monde, la plus brillante, la plus fine, avec accablement la plus blonde. Et mon Dieu, quelle est donc cette femme? Un danger mortel sans le vouloir, exquis sans y songer, un piège de nature, une rose muscade, dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien, elle fait tenir tout le divin dans un geste quelconque. Et tu ne saurais pas, Vénus montrée en conque, ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris, comme elle monte en chaise et marche dans Paris. Sapristi, je comprends, c'est clair. C'est diaphane. Madeleine Robin, ta cousine. Oui, Roxane. Eh bien, mais c'est au mieux, tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Oh, je ne me fais pas d'illusions, parbleu.
Oui, quelquefois je m'attendris, dans le soir bleu, j'entre en quelque jardin où l'heure se parfume, avec mon pauvre grand diable de nez, je hume. L'avril, je suis des yeux sous un rayon d'argent, au bras d'un cavalier quelque femme, en songeant que pour marcher à petits pas dans la lune, aussi moi j'aimerais au bras en avoir une. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois tout seul. Le Bret vivement lui prenant la main. Tu pleures? Oh non, cela jamais. Non, ce serait trop laid. Si le long de ce nez une larme coulait, je ne laisserais pas, tant que j'en serais maître, la divine beauté des larmes se commettre avec tant de laideur grossière. Vois-tu bien, les larmes, il n'est rien de plus sublime, rien. Et je ne voudrais pas qu'excitant la risée, une seule par moi fût ridiculisée. Va, ne t'attriste pas, l'amour n'est que hasard. Cyrano secouant la tête. Non, j'aime Cléopâtre. Ai-je l'air d'un César? J'adore Bérénice. Ai-je l'aspect d'un Tite? Mais ton courage, ton esprit, cette petite, qui t'offrait là tantôt ce modeste repas, ses yeux, tu l'as bien vu, ne te détestaient pas. C'est vrai. Eh bien alors, mère Roxane, elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Toute blême? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle à fin. Qu'elle me rie au nez? Non, c'est la seule chose au monde que je craigne. Le portier introduisant quelqu'un à Cyrano. « Monsieur, on vous demande. » Cyrano voyant la duègne. « Ah, mon Dieu, sa duègne !» Cyrano, le Bret et la duègne. La duègne avec un grand salut. « De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. » Cyrano bouleversé. « Me voir ?»« Vous voir. On a des choses à vous dire. »« Des ?» La duègne, nouvelle révérence. « Des choses. » « Ah mon Dieu, l'on ira demain aux Primes Roses d'Aurore ouïr la messe à Saint-Roch. »« Ah mon Dieu !» En sortant, où peut-on entrer causer un peu? « Où? Mais ah mon Dieu! Mais dites vite, je cherche. Où? Chez Ragnaud, le pâtissier. Il perche? Dans la rue. Ah mon Dieu, Saint-Honoré. » La duègne remontant. « On ira, soyez-y, 7 heures, j'y serai. » La duègne sort. Cyrano, le Bret, puis les comédiens, les comédiennes, Cuigy, Brissailles, Linière, le portier, les violons. Cyrano tombant dans les bras de la Bret. « Moi, d'elle, un rendez-vous. » « Eh bien, tu n'es plus triste. »« Ah, pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. » Cyrano hors de lui. « Maintenant ? Mais je vais être frénétique et fulminant, il me faut une armée entière à déconfire. J'ai 10 cœurs, j'ai 20 bras, il ne peut me suffire de pourfendre des nains. » Il crie à tue-tête, « Il me faut des géants !» Depuis un moment, sur la scène, au fond, des ombres de comédiens et de comédiennes s'agitent, chuchotent, on commence à répéter, les violons ont repris leur place. Une voix de la scène. « Eps, là-bas, silence, on répète séant. » Cyrano, riant. « Nous partons !» Il remonte par la grande porte du fond, entre Cuigy, Brissailles, plusieurs officiers qui soutiennent Linière, complètement ivres. « Cyrano !»« Qu'est-ce ? » ?»« Une énorme griffe qu'on t'apporte. »« Linière, et qu'est-ce qui t'arrive ? » ?»« Il te cherche. »« Il ne peut rentrer chez lui. »« Pourquoi ?» Linière d'une voix pâteuse lui montrant un billet tout chiffonné. « Ce billet m'avertit 100 hommes contre moi, à cause de chansons, grand danger me menace. Porte de Nestlé, il faut pour rentrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous ton toit. 100 hommes, m'as-tu dit? Mais tu coucheras chez toi. » Linière épouvantée. « Mais » Cyrano d'une voix terrible lui montrant la lanterne allumée que le portier balance en écoutant curieusement cette scène. « Prends cette lanterne. » Linière saisit précipitamment la lanterne. « Et marche, je te jure, que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. » Aux officiers. « Vous suivez à distance et vous serez témoins. » « Mais 100 hommes. Ce soir, il n'en m'en faut pas moins. » Les comédiens et les comédiennes descendus de scène se sont rapprochés dans leurs divers costumes. « Mais pourquoi protéger? Voilà le Bret qui grogne. Cet ivrogne banal ?» Cyrano frappant sur l'épaule de Linière.
parce que cet ivrogne, ce tonneau de muscat, ce fût du Rossoli, fit quelque chose un jour de tout à fait joli au sortir d'une messe, ayant, selon le rite, vu celle qu'il aimait prendre de l'eau bénite. Lui que l'eau fait sauver courut au bénitier, se pencha sur sa conque et le but tout entier. Une comédienne en costume de soubrette. « Tiens, c'est gentil, cela !»« N'est-ce pas, la soubrette ?»« Mais pourquoi sont-ils 100 contre un pauvre poète ? Marchons. » Et vous, messieurs, en me voyant charger, ne me secondez pas, quel que soit le danger. Une autre comédienne sautant de la scène. « Oh, mais moi, je vais voir !» Cyrano. « Venez !» Une autre sautant aussi à un vieux comédien. « Viens-tu, Cassandre ?» Venez tous, le docteur, Isabelle, Léandre, tous, car vous allez joindre essaim charmant et folle, la farce italienne à ce drame espagnol, et sur son ronflement tintant, un bruit fantasque, l'entourer de grelots, comme un tambour de basque. Toutes les femmes sautant de joie. « Bravo, vite, une mante, un capuchon !» Jodelet. « Allons !» Cyrano au violon. « Vous nous jouerez un air, messieurs les violons. » Les violons se joignent au cortège, qui se forme. On s'empare des chandelles allumées, de la rampe, et on se les distribue. Cela devient une retraite au flambeau. « Bravo, des officiers, des femmes en costume, et 20 pas en avant !» Il se place comme il dit. « Moi, tout seul sous la plume, que la gloire elle-même à ce feutre piqua, fier comme un scipion, triplement nasica. C'est compris, défendu de me prêter main forte. » On y est. 1, 2, 3, portier ouvre la porte. La porte s'ouvre, ouvre à deux battants. Un coin du vieux Paris pittoresque et lunaire apparaît. Ah, Paris fuit, nocturne et quasi nébuleux. Le clair de lune coule aux pentes des toits bleus. Un cadre se prépare, exquis pour cette scène. Là-bas, sous des vapeurs en écharpe, la scène, comme un mystérieux et magique miroir, tremble. Et vous allez voir ce que vous allez voir. À la porte de Nestlé! Cyrano debout sur le seuil. À la porte de Nestlé! Se retournant avant de sortir à la soubrette. Ne demandiez-vous pas pourquoi, mademoiselle, contre ce seul rimeur cent hommes furent mis? Il tire l'épée tranquillement. C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. Il sort. Le cortège, linière zigzagant en tête, puis les comédiennes au bras des officiers, puis les comédiens gambadant, se mettent en marche dans la nuit au son des violons et à la lueur falote des chandelles. Et voilà. Donc là, on sera... voilà, je viens de finir l'acte 1. Donc il y a quand même 7 scènes dans l'acte 1. Ah, c'est vraiment sympa à lire. Bonne journée!